intitulé l'émission Les artisans de la matière. Mais ce sont aussi des artisans, mais aussi ce sont des artistes qui vont nous parler de leur approche, de leur philosophie, autour notamment du verre, mais pas que, et aussi autour du tissu. De la manière, au niveau de la matière, du verre, notamment, je pense notamment aux larmes de joie, donc de Bulle, mais aussi avec Stéphanie Couder de Biais. Donc j'accueille en premier lieu Benoît Dutour, qui est artiste plasticien, qui est artiste plasticien et qui notamment a fait une très belle odyssée de larmes de joie dans l'église de la Madeleine. Donc Benoît Dutour, bonsoir. Et bonsoir Benoît. Donc, avant d'entrer effectivement dans tout ceci, qui êtes-vous? C'est une belle question. C'est une belle question très large. On commence très fort déjà, toujours. Ah ouais. Mais quel est votre parcours d'artiste plasticien qui vous a amené à être artiste plasticien? Parce que je pense que... Voilà, c'est un processus, c'est un cheminement. C'est un cheminement, c'est un itinéraire. C'est un itinéraire, absolument. Sur un plan factuel, je consacre 100% de mon temps à l'art depuis une quinzaine d'années. Mais je suis d'une formation autodidacte. D'accord. Et j'ai eu un métier normal, entre guillemets, avant, qui était très bien du reste, mais à un moment donné, dans ma vie, je me suis dit, l'art est trop important en moi, et j'ai besoin vraiment de m'y consacrer à 100% pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Donc c'est une reconversion, finalement. Oui, on peut dire ça. En réalité, alors je remonte un tout petit peu le calendrier. Non, mais en fait, j'ai fait en même temps des études de droit et les beaux-arts, candidat libre, parce que j'étais pas sûr de réellement avoir une vocation d'artiste. Et c'est vrai que le feedback que j'avais à l'époque, c'était bah oui, artiste, très bien, enfin, fais un truc sérieux. Enfin, le truc, enfin, vraiment le cliché. Hein. Oui. Et j'en étais pas suffisamment certain, donc j'ai fait les deux. En me disant, bah, le droit, c'est du sérieux, l'art, je vais le faire un peu en cachette. Et c'est le hasard des rencontres, des situations. En réalité, cette année-là, là où j'étais été extrêmement déçu. C'est-à-dire que les cours théoriques étaient lénifiants, sans intérêt, l'histoire de l'art, etc. Et les cours pratiques, extrêmement frustrants. On apprenait par exemple à dessiner au fusain devant un nu, et en réalité, on ne transmettait aucun savoir-faire, aucun feedback. C'était, débrouille-toi. Aucun retour. Recommence. Alors, cher Benoît, on est sur une radio francophone, donc on évite au maximum les noms anglais. Sinon, il y a Production avec un petit cochon que je ne vois pas. On rapportera tout à l'heure. Pour pouvoir mettre des pièces dedans. À chaque anglicisme. À chaque anglicisme. Petit exercice de rhétorique en parallèle. Ok. Vous êtes piégeux. Donc déception. Et en parallèle, le droit était à ce moment-là extrêmement intéressant. Des profs passionnés, des travaux dirigés très intéressants. Et donc je me suis dit, bon, ils ont raison. C'est vrai que si c'est ça, être artiste, si c'est le passage obligé pour être artiste, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, donc j'ai commencé par le droit et c'était très plaisant. Très intéressant, parce que très modestement, la valeur ajoutée que je pouvais apporter dans ce domaine n'était pas simplement de dire le droit, attention, il y a des risques, là on peut pas, machin, là. C'était d'essayer de trouver des chemins de passage. Parce que le monde est de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de régulations qui s'entrechoquent, qui se contredisent, et des incantations sociétales opposées. Donc, quand on doit prendre des décisions, on a besoin de conseils, et le conseil, il est là pour dire, écoute, le monde n'est pas parfait, mais si tu vas sur ce chemin-là, tu as des chances d'atteindre ton objectif plus facilement. Donc le droit comme une clé. Le droit comme une clé, le droit comme un moyen qui permet d'aller plus loin. Donc une forme, entre guillemets, de modeste créativité, dans un monde extrêmement normé. Oui. C'est pour ça que j'ai fait ça pendant un certain temps, et je ne regrette pas du tout. Alors, créativité, ça rime un peu avec humilité, parce que j'entendais tout à l'heure, mais non, je suis autodidacte, et on entend dans la foulée, double formation, droit et beaux-arts. Donc les beaux-arts, même si ça a été déceptif, c'est une école, c'est une formation. C'est une école, mais je ne suis pas diplômé, je me suis arrêté au bout d'un an.
Donc j'ai pas, honnêtement, non, je ne suis pas diplômé du tout. Hein. Le temps d'avoir été réveillé un peu dans le fort intérieur et de trouver d'autres voies jusqu'au moment où après le droit, l'art, c'est vraiment en écoutant sa petite voix. C'est ça. En fait, artiste, c'est pas un diplôme, c'est pas un titre, c'est pas une fonction, c'est quelque chose que tu as en toi, qui te dépasse même et qui est pas forcément toujours très agréable parce que il y a ce besoin vital que tu exprimes, ce que tu ressens, ce que tu veux transmettre. Et parfois, c'est assez douloureux parce que justement, tu n'as pas le temps, parce que tu n'as pas l'énergie, parce que tu n'as pas les moyens. Et il faut le faire. Et le deuxième facteur, c'est la temporalité. C'est-à-dire, il y a une grande différence entre j'exprime ma créativité quelques heures par semaine, quelques semaines par an pendant les vacances, etc. Et c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et c'est génial parce que ça les équilibre. Et ils ne se mettent pas en danger parce qu'ils n'ont pas besoin d'y consacrer la totalité de leur énergie. Et moi, en fait, j'ai compris avec le temps que, même si c'était intéressant dans les entreprises dans lesquelles je travaillais, que j'avais vraiment ce besoin vital de m'y consacrer à 100%. Ça devenait compliqué de le faire un peu de temps en temps par accident. Ça a duré combien de temps à peu près cette période de prise de conscience, je ne sais pas comment qualifier. Ouais, c'est un peu... Oui, ça... Une dizaine d'années. Oui, c'est ça, une dizaine d'années. Oui. En une dizaine d'années, de dire, attends, là, il va falloir faire quelque chose. Ça s'interfère un peu avec la vie de famille. Comment Oui, c'est tout un équilibre. D'essayer de tout gérer, plus ou moins bien. Et puis, au bout d'un moment, de se mettre en ordre de marche personnelle pour trouver une autonomie financière, une autonomie de temps, de se mettre en danger aussi, parce que au bout d'un moment, on lâche quelque chose, hein, qui est assez garanti, qui est assez stable. Oui. C'est un saut dans le vide. Ouais, par rapport à un confort existant. Ouais, le saut, c'est surtout, c'est pas tellement le confort, parce que moi, je me satisfais de vraiment pas grand-chose. Hein. J'ai pas besoin d'un confort pour vivre. Donc ça va. Et ma femme, pareil, elle est formidable parce que elle fait très attention, elle respecte énormément l'argent et elle n'est pas dépensière. Donc ça facilite. Mais ce que je veux dire, ce qui est plus compliqué, c'est de se projeter en disant, OK, je décide j'assume ma décision, je me suis organisé pour, parfait. Mais j'avais plusieurs interrogations de fond. C'est, est-ce que je risque pas d'être frustré, de me dire, en fait, tout ça pour ça. En réalité, au bout de 6 mois, j'en ai marre d'aller tous les jours, H24, d'être dans mon atelier. Oui, hein, il y a parfois trop. Exactement, il y en a trop. Et alors, heureusement, je croise les doigts, ça fait 15 ans et je suis absolument pas déçu. Et c'est même extrêmement... j'allais dire un mot anglais, désolé. Oui, non, mais... C'est un exercice en plus. C'est un exercice en plus. Ça dépend, ça finit par coûter cher. Ah ouais, c'est ça. C'est nourricier, fulfilling. Et donc ça, c'est bien. Et puis l'autre biais qui est encore plus important, c'est qu'est-ce que tu proposes au monde? Qu'est-ce que tu crées vraiment? Et est-ce que tu es sincère dans ta créativité, dans ce que tu proposes, dans les séries? Parce que justement, comme tu te dis, je me mets un peu en risque, c'est-à-dire financièrement, est-ce que j'ai pas intérêt à coller à une forme de tendance pour plaire? Aller vers du facile. Aller vers des choses qui marchent, qui marchent financièrement. Et donc, alors, peut-être parfois de ne pas être vraiment sincère dans sa démarche. Et ça, c'est un point fondamental, parce que je voulais surtout pas me dire, je fais ça, puis après, je vais aller courir, être producteur d'art pour faire du business. D'accord. J'inviterai volontiers les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore à vous découvrir sur la toile avant de peut-être vous rencontrer dans votre atelier. Mais moi qui ai eu la chance de venir in situ, on va parler tout à l'heure de la sémantique qui vous a amené à créer les larmes de joie. Pourquoi les larmes de joie? Un assemblage de mots qui interroge et qui se matérialise immédiatement lorsqu'on les découvre et qu'on rentre dans l'univers. Mais il n'y a pas que ça. On découvre dans l'atelier des étapes dans vos créations, d'autres savoir-faire, d'autres talents. Oui. Et donc, comment se sont mis en place l'univers de vos créations pour ensuite rentrer dans
j'allais dire, pas une habitude, c'est pas le bon mot, mais... Alors, avant de répondre, vous pouvez contacter et puis consulter le site internet de Benoît Dutour, donc tout attaché, Benoît, sans S, Dutour, DUTOUR.com. Et je vous rappelle que vous êtes sur la première partie du libre journal des artisans sur Radio Courtoisie. Ouais, l'axe principal, c'est vraiment des thématiques, des sujets qui m'intéressent. Et la production graphique que l'on peut constater sur le site, etc., elle peut paraître parfois un peu iconoclaste, un peu différente. C'est vrai qu'entre la série Larmes de joie, il y a des vidéos d'art, par exemple, il y a des traces de vie ou des taquins. Le support final est différent, très différent. Mais le lien, c'est des sujets qui pour moi sont importants. Donc concrètement, je prends quelques exemples. Les larmes de joie, c'est une réflexion de fond sur la forme parfaite. Quand on regarde l'histoire de l'art, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que les grands artistes qui me touchent sont des artistes qui chacun ont essayé à leur façon de répondre à cette question. Et leur vie entière a été consacrée à ça. Par exemple, Brancusi, il avait cette obsession, et donc à chaque fois qu'il parle de la muse, tout le monde connaît la muse, la statue de la silhouette d'une femme oblongue qui est posée, qui n'est pas sur un socle, qui est juste posée sur le sol. Il en a fait 13, et à chaque fois qu'il en réalisait une, il était content, mais il disait, je peux aller plus loin, je peux en faire une plus belle encore, avec des reflets différents, avec une matière différente, etc. Et c'est cette quête d'absolu, une quête de beauté, que je trouve fascinante. Et donc je me suis dit, mais moi, alors, dans le domaine de l'art, qu'est-ce que je peux apporter? Quelle est ma sensibilité par rapport à cette question? Et ce jour-là, il pleuvait, j'ai simplement fait le lien entre la beauté parfaite, la forme parfaite d'une goutte d'eau, sachant qu'en plus, chaque goutte d'eau est façonnée par la gravité, chaque goutte d'eau est différente, et il y a une symbolique un peu spirituelle également entre la jonction entre le ciel et la terre. Donc moi, ça m'a énormément touché, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de creuser, d'aller vraiment au bout de cette représentation symbolique de la forme parfaite, de la beauté, et de la vie aussi, oui. À travers un objet. Et après, c'est aussi intéressant, et ça fait partie du job. Ça m'a pris 18 mois de recherche et développement, de tâtonnement. Dans mon atelier que tu as vu, Benoît, j'ai essayé plein de matériaux, des moules, des tas de machins, plus ou moins brillamment. Et puis voyant que... Tant mieux, c'est un chemin. Donc il y a des essais pour aboutir beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs, énormément d'échecs. Et du coup, l'occasion est bonne d'expliquer ce qui a amené à ce verre-là. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi ce choix après quels autres essais? Et peut-être justement, si la question c'était de modeler, d'être toujours dans une quête, une recherche de perfection grâce à une forme parfaite, finalement la forme qui a été retenue ne bouge plus, ce qui bouge c'est l'intérieur et les messages. Alors Benoît Dutour, est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire effectivement l'objet, puisque nous sommes à la radio? On sera diffusé par ailleurs sur YouTube d'ici quelques jours, mais effectivement, on a une forme de larme, de goutte d'eau qui est en verre et dans lequel il y a des paillettes d'or. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez j'en ai apporté particulièrement, une grande et une petite. Oui, voilà. Donc, alors. Il y a beaucoup d'éléments, je vais essayer d'y répondre. C'est du verre optique, c'est pas du vrai verre, c'est pas de la silice qui est chauffée à 1200 degrés, parce que en utilisant ce process, et je suis allé voir des maîtres verriers, etc., on peut rien mettre à l'intérieur. On le brûle. Ça brûle. À 1200 degrés, même le bois brûlé brûle. Enfin, il se transforme en CO2, on ne le voit pas. Il n'y a que certaines catégories d'or de très très bonne qualité qui vont résister. Mais on ne peut pas mettre un papillon, on ne peut pas mettre un certain nombre d'objets, etc. Parce que l'avantage du verre optique, c'est que c'est une monomatière, donc ce n'est pas la résine, c'est un produit stable qui a été mis au point par les fabricants de verres de lunettes. Oui. Et nos verres de lunettes sont faits avec cette matière. Et pourquoi pas la résine, justement, qui donnerait pour un néophyte, on pourrait penser que la résine permet de figer de manière plus simple. Oui, non, mais on peut le faire en résine, et j'ai fait des tests en résine, et c'est très bien, il y a des résines parfaites, mais en termes de qualité, les meilleures résines ne sont pas
au niveau des moins bonnes qualités de verre optique. Vous voyez ? C'est très clair. Et comme le sujet, c'est la beauté, la forme parfaite, l'eau, je voulais avoir une transparence la plus aboutie. Hein. D'accord. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce choix, en rencontrant après des gens, des artisans, des professionnels, qui ont accepté de passer un peu de temps avec moi pour essayer de rentrer un peu dans mon délire et de m'accompagner, parce qu'évidemment, il n'y a pas de fabricant de larmes de joie. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un processus que vous devez, avec lequel vous devez travailler en permanence pour créer, pour donner corps à votre idée. C'est ça, il faut que ce soit cohérent. Et ce qui est important, c'est que les personnes qui sont au contact de ce travail puissent, je l'espère, ça ne marche pas toujours, mais percevoir ça rapidement, de le sentir, de sentir que c'est fluide. Et d'être touché par à la fois la forme, qui est une forme universelle, qu'on a tous en tête, sans trop... Voilà, tout le monde sait dessiner une goutte d'eau, et ensuite, qui est cette transparence, ces éclats, ces reflets, parce que c'est à la fois concave et convexe. Il y a beaucoup d'éléments, et puis après, en fonction des objets que je mets à l'intérieur, c'est des points d'entrée différents. Soit c'est de l'interrogation, soit c'est une affection particulière par rapport à tel ou tel objet. Alors là, cette larme en particulier, elle est importante pour moi parce que c'est un projet d'offrande pour Notre-Dame de Paris. Donc dedans, vous avez des morceaux de bois brûlés, qui ne sont pas des bois brûlés de la charpente. J'y travaille, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Avec un peu de feuilles d'or pour donner un côté précieux, un côté réparateur, reliquaire de cet ensemble. Et l'idée serait qu'une ou plusieurs larmes puissent un jour, peut-être, être suspendues dans une des chapelles de Notre-Dame. Si possible, la chapelle qui est la dernière en sortant, qui traite du sujet de la résurrection, puisque j'essaie de symboliser le renouveau, la résurrection païenne, enfin matérielle de l'édifice. Hein. Donc si jamais les interlocuteurs concernés sont en manque d'inspiration, vous venez de prémâcher complètement la possibilité en disant ce serait idéalement là, pour cette raison. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça que j'allais dire on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, c'est que c'est très cohérent, c'était très beau. Moi j'avais le plaisir de vous rencontrer à un événement où vous aviez eu la gentillesse d'offrir dans le cadre d'un projet de construction d'église en Seine-et-Marne avec Monseigneur Lamias. Et donc c'est là que j'avais été interpellé parce que vous avez raison, ça crée des émotions. On parle de larmes, on parle de joie, donc c'est deux émotions déjà en une, et ensuite celle qui est générée par l'œuvre. Et le principe d'avoir effectivement, idéalement à terme, mais là on en voit la matérialisation possible, un morceau du bois brûlé de Notre-Dame et certains morceaux de bois recouverts de feuilles d'or qui montrent le drame et la résurrection en même temps, ça a attrapé au cœur un certain nombre de vos interlocuteurs. Et on peut quand même penser que votre œuvre finira là-bas parce que ça s'y prête merveilleusement. Merci. Non, mais j'espère. Après, ce qui est aussi, il faut être très humble, c'est-à-dire que le temps des hommes n'est pas le temps de l'Église. Ça, c'est certain. Et donc, et j'essaie d'être le plus sincère, le plus honnête dans l'expression de ce que je souhaite transmettre. Après, si on se rend compte, tant mieux. Si on se rend compte jamais, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Au moins, j'aurais été le plus intense dans mon propos. Parce que je voudrais juste compléter un élément. C'est également un témoignage de l'émotion, d'une forme de prière universelle qu'on a tous partagée le soir de l'incendie. Le soir de l'incendie particulièrement. Voilà. Et c'est vrai que c'était... On se souvient tous là où on était, bien sûr, mais moi, en tant que simple artiste, je me dis, mais c'est d'une puissance humaine incroyable. Donc comment je peux, sous une façon ou d'une autre, essayer d'encapsuler toute cette émotion et cette Enfin, oui, c'était une forme de... J'allais dire émerveillement, c'est pas le propos, parce que les gens étaient quand même assez soufflés en voyant ça, mais j'ai été bluffé de voir que des gens qui ne se connaissent pas du tout, qui n'avaient pas les mêmes langues, ils se sont posés, ils ont partagé ça sous une forme de communion. De communion, voilà. Donc j'espère que ça permet justement de ramasser l'ensemble dans une symbolique. En plus, il y a plein de points d'entrée. C'est l'eau qui a permis de bloquer, d'arrêter ce massacre grâce aux pompiers de Paris. Enfin, voilà. Donc, et puis, accessoirement aussi, si ce bois brûlé, le vrai,
pouvait être mis dans une larme de joie, suspendue entre la voûte actuelle refaite et le sol, bon, elle refait le chemin et elle est bloquée dans sa chute. Enfin, oui, il y a toute une cohérence. Et on a vu dans les projets de renouveau de Notre-Dame qu'un certain nombre de chapelles mélangeaient œuvres d'art contemporain et œuvres classiques. Oui. Donc ils sont dans cette dynamique du passé et du futur. Oui, Et voilà, c'est pour ça que vous êtes à votre place. Non, ils sont dans cette dynamique et à la fois, et il faut l'entendre, c'est que ils sont ultra sollicités. Tout le monde a des bonnes idées pour eux. Oui. Et donc c'est compliqué de faire le tri. Et deuxièmement, et le point est vrai, le travail qui a été fait est juste en lui-même remarquable. La simple pierre propre, lumineuse, est juste magnifique. Et il n'y a pas besoin forcément de rajouter beaucoup de choses. Quand un habitacle est juste beau, on n'a pas besoin de mettre des accessoires. Donc, et là, c'est pas un accessoire, c'est un symbole. Voilà, pour moi, c'est un symbole. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Et il y a aussi une dimension, bien sûr, spirituelle importante. C'est que cet incendie, ça a été pendant la Semaine Sainte et le lundi. Donc, c'est quand même... Il y a beaucoup d'éléments. Enfin, c'est... Beaucoup d'éléments. Et enfin, bon. Alors, est-ce qu'on peut vous garder et tirer un peu la ficelle de cette symbolique religieuse, parce que vous avez pris possession de la Madeleine, vous n'avez peut-être pas validé l'expression, mais vous avez eu l'occasion de déployer une œuvre au sein de l'église de la Madeleine à Paris. Tout à fait. Alors là, on a parlé des différentes symboliques relatives à Notre-Dame, mais est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la Madeleine, parce que... Comment s'est fait cette rencontre d'abord? Comment ça a été possible, imaginé et mis en œuvre? Parce que ceux qui ont eu l'occasion d'y goûter en parlent encore avec des émotions sincères. Eh ben, merci. C'est vraiment effectivement le hasard des rencontres. Moi, je ne savais pas en fait, mais le Bruno Oreste et puis ses prédécesseurs, qui étaient alors le prêtre de la Madeleine, faisaient appel tous les ans à des artistes contemporains pour revisiter le mystère de la Nativité, la crèche, pour faire simple. Donc déjà, le curé avait ce réflexe. Oui, et quelques prédécesseurs également. Ça faisait 13 ans à peu près. Donc voilà, il y avait ça, il y avait cette démarche, et voilà. Et moi, j'ai parlé du projet d'offrande à un ami qui connaissait le prêtre Oreste, qui lui en a parlé, etc. Il dit c'est intéressant, discutons-en. Voilà. Donc je me suis retrouvé effectivement à la Madeleine, sans trop connaître cette histoire de passé de crèche, et j'ai été vraiment très très charmé par l'ouverture, par l'accueil de Bruno Oreste. Et donc, il m'a tout de suite mis à l'aise, parce qu'en plus, bon, je suis baptisé, etc. Mais j'avoue, très humblement, que je ne suis pas très, très pratiquant, pas très assidu, pas assez. Et donc, j'avais un peu lâché l'affaire, comme on dit, dans la rue. Et donc, j'étais très patient. Oui, non mais oui. Très aimant. Dur à attraper. Et donc, j'étais un peu gêné. Je disais, oui, on discute, etc. Pourquoi pas, mais sachez quand même que je ne suis pas... voilà. Donc, il m'a vraiment rassuré. Il m'a dit, écoutez, prenez le temps, je vous donne 15 jours, voilà les coordonnées de tous les sacristains, etc. Vous venez quand vous voulez, jour et nuit. Si vous avez une idée, une intuition, quelque chose qui vous tient à cœur, on en reparle. S'il n'y a rien, c'est pas grave. Par contre, 15 jours, parce que moi, si vous ne donnez pas suite, il y en a d'autres derrière. Hein. Et oui. il avait raison. Donc, pour la petite histoire, pendant 14 jours, j'y allais tous les jours, et je n'avais aucune idée, aucune intuition, je n'y arrivais pas. Les 14 premiers jours. Les 14 premiers jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'essayais, je me disais, mais cette église, elle est extrêmement riche, il y a des œuvres magnifiques, elle est très chargée, mais vraiment sur toutes les surfaces. Le sol, on le voit peu le sol, parce qu'il y a plein de chaises, etc., machin, mais il y a une marqueterie de marbre qui est extraordinaire. Donc le sol est incroyable, les murs évidemment. Alors il n'y a pas de vitraux, parce qu'à la base c'était un temple, commandé par Napoléon, et bien sûr, enfin bon. Donc très chargé, et je me dis, et très peu de lumière. Donc moi je luttais contre ça. Je me disais, mais où est-ce que je peux rajouter quelque chose qui aurait du sens, etc. Et de mettre plus de lumière, plus de lumière. Et le 15e jour, le dernier, j'ai eu une intuition en me disant, mais au contraire, il faut travailler sur un contre-pied. Donc
de sacraliser littéralement le peu de lumière qu'il y a dans cette église. Parce que dans cette église, il y a 3 oculi sur le plafond en pierre, des trous de 5 mètres de diamètre, des trous qui sont protégés par du verre qui, ma foi, avec le temps, sont un petit peu sales, on va dire. Voilà. Donc le niveau de lumière naturelle qui arrive à passer est extrêmement faible. Et je me dis, mais le seul élément qui n'est pas vraiment utilisé, exploité, à bon escient, c'est le volume. Donc, alors pendant les 14 jours, là pour le coup, je me suis remis un petit peu à l'ouvrage. Donc j'ai relu voilà, la liturgie, les textes, etc. Et je me suis rendu compte que, en réalité, ce qui est central dans la liturgie, il y a 2 piliers. C'est justement la nativité, c'est qu'on célèbre le mystère d'être en vie, et la Pâque, la résurrection. Tout à fait. Et le reste est bien sûr important, mais c'est des jonctions qui permettent de faire donc le lien entre la naissance et la mort. Et après peut-être la résurrection, etc. Donc je me dis, comme ce sujet de nativité, c'est pas qu'une histoire de crèche, un petit angelot dans une mangeoire. C'est bien sûr, mais ça va beaucoup plus loin. C'est le mystère de la nativité. Donc, comme c'est central, j'ai proposé de mettre cette crèche contemporaine au plein milieu de l'église. Donc sur l'oculus central. Et ce que très humblement, une fois de plus, Benoît Dutour dit, c'est cette crèche, en fait, c'est une œuvre monumentale, quand même. Oui, c'est assez monumental. Oui. Mais ce qui est formidable, c'est que c'était pas que Bruno, toute son équipe paroissiale a accepté. Ils ont adhéré. L'expression de moi, je me suis dit, ils vont peut-être apprécier. Oui, et puis ils vont me dire, très bien, mais on ne peut pas mettre au plein milieu. Parce que c'est vrai que c'était physiquement, il a fallu casser les travées. Enfin, fallait contourner l'installation au milieu de l'église. Hein, pour les processions, les mariages. Que les auditeurs se rassurent, on n'a rien cassé. Non, oui. On a cassé la ligne, déplacé des chaises. On a déplacé des chaises, voilà. Tout va bien. Et donc, en fait, c'était bien parce que... alors, je raconte un peu la logique aussi. C'était pas juste de mettre des larmes au milieu. Il y avait tout un cheminement. C'est-à-dire qu'en gros, on a suréclairé l'oculus central. On a éteint et occulté les 2 oculi latéraux. Donc, quand on arrivait, on avait l'impression à un halo lumineux. On se dit, tiens, c'est étonnant. Bon. C'est pas habituel. C'est pas habituel. Et le message était que justement, Dieu est au-dessus de l'Église et il envoie son Fils Jésus à travers cet oculus qui traverse ensuite l'ensemble des larmes de joie parce que c'est un événement joyeux sur 35 mètres de haut. Et ensuite, je représentais Jésus au sol, donc sur un diamètre de 5 mètres. Il y avait 8 bandes de miroirs convexes. Ce qui faisait que quand les gens étaient autour, on était attirés, etc. Donc mécaniquement, on passait autour. Et donc, quand on passait devant un des miroirs, on était obligé de passer devant un des 8 miroirs, mécaniquement. On s'apercevait que sa silhouette était rétrécie à la taille d'un nouveau-né. Et donc le message, c'était, Jésus, c'est vous. Jésus, il est en vous. Il est en tout le monde, si je puis dire. Après, la question, c'est qu'est-ce que tu en fais? Quand tu as intégré le fait que c'est un mystère incroyable, c'est fabuleux d'être en vie, qu'est-ce que tu fais de ta vie? On peut remercier le curé et l'équipe d'avoir patienté 14 jours et d'avoir donné un feu vert, indispensable à cette aventure, parce que justement, c'est quand même un mélange de la vision que vous aviez, d'innovation technique, parce que si vous pouvez rappeler quand même justement toutes les difficultés techniques qui ont été les vôtres pour permettre, entre le vouloir et la réalisation, les verres convexes dont vous parliez, la capacité de trouver des partenaires pour les faire descendre la lumière le long des câbles, toutes les difficultés qui ont été inhérentes à cette création, ça vaut le coup de revenir dessus parce que on voit, c'est intéressant de savoir qu'on a une émotion lorsqu'on regarde une œuvre, mais si on peut rentrer un peu dans les coulisses, c'est avec plaisir, impressionnant. Avec grand plaisir. Alors, il y a... c'est une belle aventure. Dans le désordre, déjà, il y a la société Samod, que je remercie à nouveau, et son président qui est formidable, qui m'ont accompagné et qui ont fait ce qu'on appelle un mécénat de compétences. Samod, vous connaissez, ils fabriquent des luminaires depuis 5 générations, extrêmement durables et également très très beaux. Ils installent des luminaires notamment dans le métro, etc., mais aussi maintenant dans des hôtels, dans des lieux extrêmement
prestigieux et vraiment très classe. Et donc, très belle rencontre là encore, et ils ont accepté de mettre à disposition leur bureau d'études de Berlin pour faire du sur-mesure. Donc ils ont façonné toutes les pièces du système d'éclairage, qui était assez complexe. Parce que quand on a une ampoule déportée à plus de 35 mètres, eh ben, il y a plein de contraintes techniques, etc. Puis il fallait s'assurer que l'éclairage n'allait pas éblouir le regard des gens, etc. Mmh. Et ensuite, tout ça a été piloté par ordinateur parce que je voulais, dans un monde idéal, et ils m'ont accompagné, qu'il y ait 10% des éclairages qui varient de façon extrêmement lente, très subtile, qu'on ne voit pas. Je voulais pas une guirlande. C'était pas un sapin de Noël, hein, mais que justement les personnes qui découvrent lèvent la tête, parce que c'était éclairé par le haut, essayent de comprendre ce qu'il y a dans les larmes, etc. Et ensuite que le cerveau soit inconsciemment interpellé. Et on ne voyait pas que ça s'éteignait, mais on voyait que ça descendait tout doucement, de temps en temps à certains endroits. Ce qui changeait l'aspect global. Ça changeait l'aspect global, et surtout, ça prolongeait le temps de contact avec l'installation, de façon apaisée. Et ça prolongeait même une forme de prière, pour ceux qui voulaient prier, si vous voulez. Hein. Et pas mal de gens, en fait, s'asseyaient, ils venaient comme ça vite fait, et en fait, ils restaient comme ça, des minutes entières, etc., des quarts d'heure, des heures entières. Et c'était ça l'objectif. Donc c'est grâce à eux que j'ai pu le faire. Moi, j'aurais jamais pu le faire tout seul. Jamais. Il y avait beaucoup de programmation, de trucs. Oui, après la vision d'ensemble, c'est quand même la vision d'ensemble, mais heureusement qu'il y avait ses partenaires. Parce que, voilà, donc ça, c'est un élément important. Ensuite, j'ai un monsieur qui, hélas, n'est plus de ce monde, qui m'a accompagné pour pas mal d'installations, les 3 nuits blanches que j'ai pu faire, etc., qui est un pragmatique efficace, donc, et qui adore les challenges, parce qu'il a fallu installer tout ça sur la voûte en pierre, pour être poussière, etc., avec des endroits où on avait très très peu d'espace pour se mouvoir. Et donc, et lui, et je le remercie encore, paix à son âme, il m'a dit, écoute, oui, ça va le faire, mais ça serait bien qu'on fasse un test au moins 2 mois avant, parce qu'il y a un truc, je le sens pas. Effectivement, sous la coupole, sous les 3 coupoles, il y a, on le voit peu, quand on ne sait pas, on ne le voit pas, il y a des grillages en métal qui ont été tendus pour retenir les chutes de stuc. Oui. Parce que tout ça, c'est en stuc, et avec le temps, etc., il y a des petits morceaux qui peuvent tomber. Donc, de tout refaire, ça coûte une fortune. Et la technique de conservation, c'est de mettre des protections, et ensuite, quand on a le budget, de les refaire. Donc, bon, voilà, on avait vu ça, on s'est dit, on fait passer des câbles, pouf, c'est facile. Et il a eu raison, parce que, en fait, le diable est dans les détails. Quand on fait passer un câble sur 1 mètre, comme ça, on a l'impression que c'est droit. Et au bout de 10 mètres, si vous faites le moindre geste avec d'1 millimètre avec votre pouce, à 10 mètres de distance, ça fait une bascule de 50 cm, 80 cm. Ça attrape les autres. Et ça attrape les autres. Donc, en fait, on a essayé, puis au bout d'un moment, il y avait un paquet de nouilles qui flottait au milieu de l'église. Donc, on a tout retiré, tout recommencé. Et là, on a mis un protocole beaucoup plus rigoureux, etc. Et ça nous a pris littéralement 2 mois, non-stop. Au début, je partais avec 2 personnes et on s'est retrouvés à la fin à 7. Hein, pour arriver à tout faire passer comme il faut, etc. Parce qu'il fallait que le passage de ce grillage soit à la hauteur de l'oculus du haut et à la même hauteur du cercle de miroir en bas. Sinon, ça n'allait pas du tout. Voilà, mais bon, c'était une belle aventure et on a réussi à le faire, donc voilà. Et le maintien sur place, combien de temps l'œuvre est restée Le maintien sur place, c'était du 3 décembre au 20 février. Ah oui, voilà. C'est merveilleux, ça permettait vraiment de... Ouais, non, c'était assez long. Non, c'est Monseigneur Chauvet qui a pris la suite, puisque Bruno Oreste a été muté et a d'autres missions. Hein. Et donc, Monseigneur Chauvet a accepté de prolonger un petit peu le temps d'installation de cette crèche. Parce qu'effectivement, il y avait pas mal de monde, et puis il y a pas mal de gens qui ont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir un peu plus longtemps, voilà. Donc je leur remercie également. Et le choix, parce que tout est dans le symbole également, puisque l'avantage des larmes de joie avec ce système et cette innovation, c'est qu'elles étaient éclairées.
Oui. Donc il fallait aussi réfléchir à l'habillage. Donc vous avez été chercher quelle est l'étendue un peu des symboles que vous avez voulu attraper pour... à l'intérieur des larmes. À l'intérieur des larmes, pour effectivement être symboliquement cohérent avec la crèche. Oui, oui, tout à fait. C'est encore un autre point d'entrée. En fait, je me suis interrogé en me disant, si jamais les rois mages, si Jésus arrivait sur Terre aujourd'hui, qu'est-ce que l'équivalent des rois mages d'aujourd'hui, les puissants de ce monde, apporterait en offrande au nouveau-né? Donc, il y a 2000 ans, c'était de l'or... de la myrrhe et de l'encens, voilà. Donc c'était des produits extrêmement sophistiqués, extrêmement chers de l'époque. Rares, voilà. Donc je me suis dit, tiens, aujourd'hui, la myrrhe et l'encens, ma foi, peut-être pas. L'or, toujours, oui, c'est à 3700 $, n'est-ce pas? Donc c'est encore très important. L'or est toujours important. Donc moi, je suis plutôt axé sur des thématiques. La richesse, la beauté et la fragilité. Donc la richesse, parce que justement, l'argent continue à gouverner le monde 2000 ans plus tard. Ça n'a pas vraiment changé. C'est un constat, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Ensuite, la beauté et la fragilité. Alors la beauté, parce que c'est un thème qui m'est cher, parce que je trouve que c'est extrêmement important, qu'on n'en parle pas assez, on se focalise pas assez sur des choses simples, qui sont belles. Et ici, le bien, le beau, le vrai ne pose aucun problème. Donc, allez-y tranquillement. Tant mieux. On fait du prosélytisme de la beauté. Et puis, la fragilité, alors c'est plus... Dans mon esprit, en tout cas, c'est un peu plus nuancé. Il y a la fragilité, bien sûr, de nos vies. Voilà, donc j'ai mis dans certaines larmes des symboliques de fragilité de la vie. Voilà, bon. Et puis ensuite, la fragilité, et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est un message un peu plus sérieux, qu'on n'avait pas justement il y a 2000 ans, et même pas non plus il y a 50 ans, cette prise de conscience que notre terre nourricière est devenue fragile. Et donc là, des éléments, des objets en lien avec ça, pour la chérir, la préserver, etc. Oui, il y a aussi le lien avec la fragilité du nouveau-né, le rapport qu'on a par rapport au sacré, l'aspect monumental de cette église, parce que c'est une église monumentale, hein, donc vous avez introduit un peu des légèretés aussi dans cette installation, avec cette installation dans cette église qui a été décidée par Napoléon, et puis qui a été surchargée et qui est massif, quoi, qui montre une certaine puissance. Tout à fait, vraiment massif, oui, absolument. Alors chronologiquement, qu'est-ce que ça vous a emmené vers d'autres projets, ou est-ce que des projets un peu monumentaux avant vous ont montré que pour la Madeleine c'était jouable, ou est-ce que c'est la Madeleine qui vous a ouvert la porte au Panthéon, à d'autres Alors, tout ça s'auto-alimente, hein, mais alors non, le Panthéon, pour info, c'est un projet dans ma tête. Hein, voilà. Oui, voilà, j'ai on peut parler de projets qui sont dans le tuyau, je ne vais pas dire pipeline, vous voyez, je fais attention. Donc il y a des choses qui sont en devenir, en gestation, qui vont... Enfin, il y a toujours un pourcentage de cas où ça n'aboutit pas, hein, c'est normal. Et puis après, j'ai des rêves. C'est vraiment des rêves. Donc, par exemple, si on parle du Louvre, mon rêve, ça serait d'avoir 200 larmes à peu près qui soient suspendues sous la pyramide de verre. Ça serait bien. Mais évidemment, c'est compliqué. Non, mais c'était compliqué pour la Madeleine, hein, donc tout va bien. Oui. À chaque problème, sa solution. Merci pour ces rêves, parce que c'est bien de rêver aussi. Exactement. C'est bien de rêver. Et le Panthéon, j'aimerais bien le Panthéon parce que... Alors, c'est intéressant d'ailleurs sur un plan architectural. Le Panthéon est très proche de la structure de la Madeleine. C'est également un temple. Tout à fait, oui, c'est un temple. Ouais, c'est un temple, voilà. Donc, il n'y a pas de vitraux latéraux. Il y a, par contre, au Panthéon, il y a beaucoup plus de lumière sous le dôme, ce qu'on n'a pas à la Madeleine. Mais c'est aussi 35 mètres de haut. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le Panthéon, c'est évidemment le pendule de Foucault. Et je verrais bien, effectivement, des larmes autour de ce pendule, respectant justement le cercle du dôme, et dans les larmes, des objets en lien, en hommage, en référence aux grands hommes de la nation. Aux grands hommes et aux grandes femmes. Bien sûr, évidemment. Voilà. Et là, donc maintenant qu'on sait que la réalisation est envisageable, il faut motiver
les personnes concernées qui pourraient donner il faut que j'aille le voir. D'accord. Non, mais après, ça, c'est la partie un peu délicate du métier, entre guillemets, c'est ensuite de démarcher les gens. Ça, c'est quand même assez compliqué. Donc, oui. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est des rencontres? C'est des appels à projets? Alors, il y a plein de modèles, vous avez raison. Alors, l'idéal, le mieux, c'est l'appel à projet. Quand il y a un projet, ça, c'est parfait, parce qu'au moins, il y a un besoin qui est exprimé, il y a un cahier des charges, il y a un budget, parfois. Donc ça, au moins, voilà, il faut respecter les délais, puis c'est tout. Mais par contre, vous avez des milliers de gens. Vous êtes en forte concurrence. Après, l'autre modèle, c'est de proposer quelque chose. Donc, tiens, j'ai pensé à ça. Est-ce que ça vous plaît? On oublie aussi le modèle où quelqu'un a été un peu secoué par la Madeleine et dans le cadre d'une manifestation symbolique on dirait non du tout. Est-ce que vous auriez la possibilité de me présenter un projet? Ça arrive pas tous les jours. Non, il y a eu un cas. On vient de le terminer là. C'est le musée régional d'Auvergne dans le 63, et justement c'est Malik Chauvin qui est la directrice de ce musée, qui avait vu le travail à la Madeleine et qui, dans le cadre de l'évolution, de la programmation de son musée, s'est dit ça peut être intéressant d'avoir une installation moins massive, parce que c'est une ancienne chapelle désacralisée qui est un peu moins haute, de mettre 31 larmes en verticalité au sein de ce musée. Et son idée est très intéressante, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire avec ses équipes, c'est de mettre dans ces larmes des objets en lien avec le terroir, avec l'économie, avec l'architecture, l'histoire de l'Auvergne, bien sûr, de ces 31 communes, et l'Auvergne un peu de façon générale. Et c'était beau parce qu'elle a organisé 2 soirées avec justement les acteurs économiques ou les acteurs citoyens, et ça a été participatif. Oui. Donc on a reçu, je sais pas combien, 200 propositions de gens qui disaient ouais, alors nous on voudrait ceci, on voudrait cela. Donc c'était bien, c'était agréable, et le résultat est fort sympathique et un peu inspiré de ce travail-là. Et quelle belle illustration pour l'art, parce que c'est justement la passerelle entre le public, l'artiste, le commanditaire. Ah oui. Non, c'est bien. C'est bien, puis c'est validé par la DRAC, et puis c'est une acquisition muséale. Donc l'avantage, c'est que ça reste. Vous voyez? Alors que la Madeleine, c'était bien, mais au bout de 3 mois, il faut tout démonter et repartir à zéro. Donc c'est plus agréable pour un artiste de se dire, je fais ça, ça s'inscrit dans le temps, ça vit sa propre vie. Et oui, c'est plus agréable, c'est sûr. Mais si au Panthéon c'est éphémère, vous êtes partant quand même. Ah oui. Ah oui. Voilà, ça m'appelle. Alors, il y a un autre sujet qui n'a pas vocation à être éphémère, mais qui est un projet encore pour l'instant. Celui-ci, je laisse vous présenter aux auditeurs pour revenir sur le sujet religieux, parce que vous êtes capable d'aller partout. Alors, sur le plan religieux, oui, il y a deux axes là, qui me tiennent un peu à cœur. Mais là aussi, j'en ai parlé à personne. Ah, alors. Ouais, c'est sûr. On est entre nous. Ah, ça va. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est juste pour l'instant, c'est une envie. La planche à dessin. Oui, bien sûr, mais ici peuvent naître des vocations également dans les commanditaires. Ah, voilà. Non, mais très bien. Non, mais voilà, il y a 2 axes, deux pistes qui m'intéressent. La première, c'est imaginer un chœur, le chœur d'une église, un autel, avec enfin, très minimaliste, très, très sobre. Donc, une très grande croix, simple, blanche. Et derrière, une pluie de larmes, de joie. Et l'autel, là aussi extrêmement simple, pas maniéré du tout. Et sur l'autel, il y aurait, alors je ne sais pas quel est le terme technique, vous savez, la représentation de la présence de Jésus dans l'Église. Oui, tout à fait. Oui. Ça s'appelle la petite lumière rouge. La présence réelle. La présence réelle. Eh bien, que ce soit une larme, j'en ai fait une en proto, ça marche très bien, une toute petite larme, qui serait rétro-éclairée par derrière, donc on ne voit absolument pas l'arrivée de lumière, et qui diffuse dans cette petite larme. Donc voilà, et l'ostensoir, ça serait une grande larme, feuille d'or, etc. Et à l'intérieur, on mettrait le calice. Voilà. Donc ça, c'est un projet autour de la larme. Alors, pourquoi la larme? Enfin, l'eau, quand on regarde les Écritures, il y a des références inouïe, enfin c'est du baptême jusqu'à la mort. Donc je trouve que ça peut avoir du sens. Et puis l'autre, c'est différent, c'est de me dire, tiens,
est-ce qu'on ne pourrait pas revisiter complètement les vitraux, la façon de faire des vitraux, ou de les faire différemment. C'est-à-dire, quand on regarde l'histoire du vitrail, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de talents qui se sont penchés sur la question de qu'est-ce que je peux faire mieux, différemment, pour qu'il y ait encore plus de lumière qui traverse le vitrail. Oui, c'est l'acquisition de la lumière, de pouvoir faire diffuser la lumière encore plus à l'intérieur. Exactement. Voilà. Après, bien sûr, avec des jeux de couleurs. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de lumière qui traverse. Et la contrainte, c'est que c'est des morceaux de verre qui sont fixés entre eux avec du plomb ou d'autres liants. Mais enfin voilà, donc c'est plein de petits morceaux. Et donc, pour que ces petits morceaux tiennent, il faut ces liants qu'on voit. Oui. Et bien sûr, il faut une structure plus ou moins imposante, souvent à l'extérieur, pour stabiliser, pour bloquer l'ensemble. Parce qu'au bout d'un moment, ça risque de s'affaisser. Donc, je me suis dit, ça peut être intéressant d'utiliser la matière, la technique que je maîtrise un peu, voilà, même si je travaille avec des artisans, mais imaginer une paroi monobloc, donc ça serait un seul morceau, taillé sur mesure par rapport à l'ouverture que l'on aurait, et assez épais. Par exemple, 30 cm d'épaisseur. Le vitrail, c'est souvent 5-6 maximum. Oui. Donc, quelque chose d'assez large, le plus large possible. Après, il y a un problème de poids, mais imaginons un morceau suffisamment large. Le double avantage, c'est que vous aurez déjà 100% de lumière qui va passer à travers. En verre optique, toujours. En verre optique. À l'intérieur, je mettrai des objets et ou des larmes en fonction des thématiques spécifiques. Et puisque c'est suffisamment épais, je peux jouer sur la profondeur de champ. Donc, de donner une dimension 3D, une dimension tridimensionnelle. Les vitraux, souvent, c'est plat, c'est 2D. Là, ça serait en 3D mécanique. Parce que, entre un objet qui a un 3 cm et l'autre à 15, si vous passez devant, il va y avoir une distorsion visuelle. Oui. Et donc, ça peut permettre de prolonger la curiosité du regardeur. Et voilà. Donc, c'est un des projets. Qui est une vraie innovation dans l'art sacré. Voilà. Vous faites une veille d'innovation, en fait, en quelque sorte, auprès de vos artisans. Vous êtes l'aiguillon, celui qui va donner une idée. Oui, voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui. Il y a beaucoup de fausses bonnes idées aussi. Ah oui, il y a beaucoup d'échecs. Hein. Oh là là. Et j'ai plein de classeurs et plein de trucs. Et puis de temps en temps, je les reprends. Je dis, mais ça, c'est nul. Mais je m'aperçois que ça a déjà été fait il y a 20 ans. Je dis, ah oui, d'accord. Donc, je suis passé à autre chose. Donc, vous êtes sur Radio Courtoisie, on est sur le Libre Journal des Artisans, première partie, avec Benoît Dutour, donc, qui est joignable et vous pouvez regarder ses œuvres sur benoîtdutour.com, et nous lançons Bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci, donc nous sommes toujours sur la première partie du Libre Journal des Artisans sur Radio Courtoisie. Vous écoutez Radio Courtoisie, animé par Benoît Aguelon et animé aussi par Benoît Duchâtelet. Et nous accueillons un troisième Benoît Dutour, qui est artiste plasticien et qui nous parle de ses larmes de joie. Et l'origine de prénom Benoît veut dire béni des dieux, donc on se sent bien là, on est bien. On est bien, et puis même si on bénit des dieux, mais aussi Benedictus, qui dit le bien. Donc depuis à peu près 45 minutes, nous nous régalons auprès de Benoît sur son approche, sur ses œuvres, et surtout aussi beaucoup sur la portée symbolique. Je rebondis sur la portée symbolique. Qu'est-ce qui porte la portée symbolique? C'est vous, c'est l'environnement, c'est une alchimie entre un lieu, entre des contraintes techniques. Comment ça se passe? Vous avez des classeurs de fausses bonnes idées. Oui, ah oui. Et tout le temps. Mais c'était parce que cette alchimie n'était pas réalisée, ou est-ce qu'il y a une alchimie? Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là? Parlez-nous de ça. Je ne sais pas. Enfin. Moi, c'est vraiment intuitif, c'est-à-dire qu'en permanence, il y a des choses qui bouillonnent et qui émergent.
Et donc, je les note tout simplement, voilà, je prends acte, et puis de temps en temps, je fais un peu le tri. Voilà, j'élimine des choses qui étaient pas très mûres ou inintéressantes, et puis je garde ce qui me paraît pertinent. Voilà. Donc c'est... Oui, et ça, c'est inné, enfin c'est... Je sais pas comment expliquer. Ah non, non, c'est vraiment la signature personnelle. Oui, c'est personnel. Ça s'explique pas. Ah oui, c'est vraiment personnel. C'est en soi. Votre ADN. C'est l'ADN, voilà, machin. Et puis on ne sait pas quand ça vient, ni comment. Mais... Alors là, on parlait des larmes de joie, mais vous avez voilà, je ne fais pas que ça. Il y a aussi dans votre atelier, il y a d'autres créativités. Voilà. Avec vous parliez des vidéos, mais il y a aussi par la photo, par l'usage de matière accouplée à la photo. Tout à fait, oui. J'ai en tête des reproductions de Toits de Paris. Voilà, c'est ça. Incroyable. Voilà, oui, c'est ça. Jusqu'où on peut aller Merci beaucoup. Et je n'oserais pas dire qu'est-ce que vous préférez, parce que quand on crée, on aime ce qu'on fait. Oui. Mais chronologiquement, vous vous êtes essayé un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'on assume au long cours, il y a des choses sur lesquelles on s'est fait la main, qui font l'artiste que vous êtes aujourd'hui. Donc, quelles sont les familles de création que vous avez et que vous maintenez? Oui, tout à fait. C'est une bonne question. Effectivement, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs classements. Il y a des séries, ce qu'on appelle des séries. Voilà, Larmes de joie, c'est une série. Oui. C'est à peu près les mêmes formes, etc. Et je décline en fonction des projets, des envies et des rencontres. Il y a une autre série, c'est Traces de vie. Je développerai un peu rapidement. Oui, alors parce que là, il y a une dimension philosophique qui me tient à cœur, même si c'est beaucoup plus compliqué à expliquer et c'est moins intuitif que les larmes de joie, mais c'est la série que je mets en numéro 2 parce que le sujet est pour moi fondamental. Mais je vais revenir là-dessus. Oui, ça donne envie de creuser. Ouais. Creusons, n'hésitons pas. Bon, alors je donne juste les titres des autres. Après, il y a des taquins, et la série s'appelle Taquiner la vie. C'est sur l'histoire de l'art. Et ensuite, il y a un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui n'est pas du tout commercial, et qui est très difficile à exposer en tant que tel, puisque c'est du street art sur le sujet de la surprésence de caméras de surveillance dans les espaces publics. Alors, vous êtes directement sur l'influence de Banksy, notamment sur son graphe avec un poteau de caméra de surveillance avec les corbeaux. Oui, il est magnifique. Je l'ai moi-même. Ah non, mais celui-là, il est extraordinaire. Banksy, c'est un autre niveau, là. C'est vraiment... Mais voilà. Donc ça, c'est les grandes séries. Puis après, il y a d'autres choses. Il y a de la vidéo d'art, mais alors là, c'est vraiment que pour le plaisir. Parce que c'est compliqué de le montrer, etc. Et puis, il y a très peu de collectionneurs de vidéos d'art. Voilà, enfin bref. Et puis après, j'ai d'autres choses, c'est des pièces uniques que j'ai faites, que j'aime beaucoup, que j'expose pratiquement jamais, mais qui me tiennent vraiment à cœur, parce que ça représente un point, un sujet. Mais ça, c'est une pièce, c'est pas une série. Alors, je reviens sur Traces de vie. Alors, vous m'arrêtez si je vous perds. Non, on prend le risque. On veille. Ouais, voilà, veillez. Hein. On veille. Et puis les auditeurs, de toute manière, peuvent réagir sur l'émission par le biais du site internet ou sur courtoisie@rc.fr, je crois. Je vous souhaite essayer de me suivre, chers auditeurs, parce que déjà, quand on a le sujet devant soi, c'est plus facile, mais sans l'image, c'est moins évident. Donc, grosso modo, c'est une série de tableaux avec un motif identique, tableau ou support, qu'importe. C'est le parcours d'une mouche pendant 5 minutes au plafond un bel après-midi d'été. D'accord. Je ris parce que j'ai vu l'œuvre et qu'effectivement, j'ai eu besoin d'une traduction et après, on s'amuse beaucoup et on en profite autrement. Il faut traduire. Alors, j'ai essayé de traduire. Donc, c'est vraiment littéralement, c'est concrètement une vidéo que j'ai faite un bel après-midi d'été d'une mouche qui était au-dessus de moi à un moment où je réfléchissais à un sujet récurrent, fondamental pour moi, qui est le sens de ma propre vie. Et je me disais, rien que ça, en me disant, bon, tu cours toute l'année, partout, tu as plein de trucs à faire, j'ai toujours des to-do list de fou, tous les matins je revois ma to-do list et voilà. Et j'ai l'impression de vivre parce que je fais ça, mais bon, je tourne en rond parfois, et parfois j'ai l'impression effectivement de la vacuité de la vie. Pourquoi tout ça? C'est quoi la finalité? Pourquoi courir tout le temps? Bien. Et aussi, le projet de la Madeleine m'a aidé à cheminer un peu plus rapidement, mais je me pose régulièrement des questions de fond
d'où je viens. Est-ce que Dieu, est-ce que j'ai la foi? Si c'est pas Dieu, ben, dans ce cas-là, c'est rien. Ce qui n'est pas évident à accepter. Même chose après ma vie, si mouvementée, qu'est-ce qui va se passer après? Comme je ne suis pas certain d'avoir la foi, j'ai pas là une réponse qui pourrait me satisfaire, m'apaiser. Voilà. Et donc, je m'interroge très régulièrement sur ces 3 piliers, avant, pendant, après. Et donc, bref, j'avais ces pensées extrêmement pesantes quand j'ai inconsciemment pris en vidéo cette mouche pendant 5 minutes, en projetant sur cet insecte la vacuité de la vie. Voilà. Et donc, l'année d'après, j'ai complètement oublié, je me disais, c'est débile ce que tu fais, ça n'a aucun sens. Bon. Et puis l'année d'après, je me retrouve dans la même situation, avec les mêmes pensées, et une mouche qui était différente, mais le même scénario. Donc je me suis dit, mais quand même, il faut aller au bout, il faut aller au bout. Quel a été vraiment le parcours de cet insecte pendant cette pensée si importante pour toi? Et je me suis dit, là encore, tu vas perdre ton temps et ton énergie à faire ça. Ça va être un gros gribouillage, tourner en rond, etc. Or, le résultat graphique, et je voulais vraiment que chaque plan d'image, parce qu'une vidéo, ça va très vite, donc je l'ai pris vraiment plan par plan, pour que ce soit scientifiquement absolument exact. Et le résultat graphique que tu as vu, Benoît, que je peux montrer peut-être là, comme ça, je le mets même sur la coque sur le téléphone, parce que la vie est partout, donc après je le décline un peu partout, mais ça m'a aidé à articuler une pensée d'une forme de lâcher prise, oui, c'est bien de continuer à cheminer, d'essayer de répondre à des questions de fond sur l'avant, l'après. Si tu y arrives, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Et pendant la vie, la même chose. Justement, quelqu'un d'insignifiant, une petite mouche, etc., a réalisé un tracé que je trouve extrêmement beau, particulièrement équilibré, apaisant, et étonnamment, le point de départ et le point d'arrivée étaient au centre du tableau. Donc, c'est pour ça que je me dis, mais là, il y a une symbolique, à ma façon, de philosophie de vie. Et donc, je suis parti de ce constat en me disant, il faut que j'en fasse quelque chose de positif, parce que c'est en fait une allégorie à la vie. Hein. C'est pas du tout le côté déprimant, on va tous mourir, on ne sait pas d'où on vient, etc. Machin. Et oui, c'est pas grave si parfois on a l'impression d'être submergé, si on a parfois l'impression de faire des allers-retours, des contradictions, des frustrations. L'important, c'est le chemin. Oui, c'est l'itinéraire. C'est l'itinéraire. C'est ce que tu construis de ta vie. Et même si tu fais un aller-retour, c'est pas grave. Voilà. Parce que ce qu'on nous a proposé par accident est juste, je trouve, très, très beau, très équilibré. Et donc maintenant, je le décline sur des supports les plus étonnants et les plus beaux possibles. Alors, je vous donne quelques exemples. Donc, je l'ai fait sur un tableau 1 mètre par 1 mètre 50 en sublimation. La sublimation, ça permet d'avoir les pigments à l'intérieur de la matière. Donc, il y a une profondeur de champ intéressante. Après, je l'ai fait en miroir découpé au laser. Également sur un tapis d'Iran. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais voilà, qui est juste magnifique. Avec les techniques ancestrales. Il y a 777 000 nœuds. Ils ont travaillé tout un village pendant 6 mois pour faire ce tapis, qui est très très beau. Et voilà, puis il y a même quelqu'un que je vais citer parce qu'il est adorable, il s'appelle Franck Chevaudonnat, qui habite dans le Cantal, en Auvergne, qui s'est fait tatouer le parcours de la mouche sur son épaule droite, parce qu'il était touché par cette réflexion un peu de fond. Et à l'époque, il cherchait à se faire un nouveau tatouage. Et dans les catalogues qu'on lui proposait, voilà, il y avait des choses très bien, hein, mais il s'est dit, là, ça permet d'aller plus loin. Parce que justement, c'est une trace de vie sur la vie de quelqu'un. Et c'est toujours la même mouche ou le même parcours? Ah, c'est toujours le même parcours, oui. Toujours le même parcours. Ah oui, c'est le même parcours. Oui. Oui, c'est vraiment le même parcours. Et il faut que ça reste le même parcours. Parce que c'est la symbolique de la vie sur plusieurs représentations de vie. Voilà. D'accord. Et on a fait un contrat, pour la petite histoire, parce que vous connaissez peut-être Wim Delvoye, ça vous dit quelque chose, l'artiste belge qui a fait des tatouages sur des cochons. Et il est allé ensuite un peu plus loin, etc., avec un contrat pour que quelqu'un ait un tatouage fait par lui dans son dos, avec obligation de faire des représentations dans des galeries.
D'accord, c'est un peu comme le tatoué dans... Exactement. Oui, j'avais Gabin et Funès, exactement. C'est complètement ça. Et de pousser le truc, c'est vachement intéressant. Comme il est œuvre incarnée et il a obligation de venir représenter l'œuvre. Exactement. Et c'est intéressant, c'est de pousser le truc jusqu'où l'argent peut aller, te faire faire. Et donc, ils ont fait un gros contrat, machin truc, et même, même aussi de récupérer le tatouage après la mort. Donc là, c'est comme le film Le Tatoué. Moi, avec Franck, on a fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est un contrat très court, où on dit, on fait ça, parce que ça nous plaît, et surtout, au décès, interdiction de récupérer quoi que ce soit. De la peau, etc. Parce que justement, c'est pas la marchandisation du corps. Exactement, voilà. Et il n'y a pas de rémunération, c'est artistique, c'est collaboratif, c'est pas monétaire. Alors, puisqu'on parlait de philosophie, je voudrais relire un point que je vous ai vu écrire, donc on peut le dire à l'oral pour que vous rebondissiez dessus, parce que ça reprend aussi votre humilité et la vision que vous avez des choses. Créer pour se sentir en vie, jouer pour ne pas se prendre au sérieux, et exposer pour susciter un dialogue. Ouais. Donc effectivement, le résumé est parfait, vous l'incarnez dans chacune des étapes dont vous avez parlé. Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus pour dire voilà, pourquoi est-ce que fondamentalement c'est ça qui vous correspond? Ouais. Et le mot est important, vous avez cité un autre exemple dans cette histoire de tatouage, avec immédiatement une notion marchande, une notion complexe, et bon an, mal an, vous, la création est là, mais la simplicité aussi. Oui, pour ce projet, oui, tout à fait. Oui, j'ai essayé avec quelques mots, quelques phrases, de faire la synthèse un peu de ce qui m'anime. Et c'est vrai que c'est vraiment littéral. Créer pour se sentir en vie, c'est ce que j'ai expliqué au tout début du parcours. C'était vraiment ça, c'était vital pour moi de créer pour rester en vie. À un moment de ma vie, je ne pouvais plus me satisfaire de le faire par accident. C'est une quête de sens. C'est une quête presque de vie, quoi. Une quête de vie, il y a un peu de sens, oui, bien sûr. de sens. Ouais. Non, ça devenait... On est toujours sur le chemin. On est sur le chemin. Et mon chemin m'impose de m'y consacrer à temps plein. Et voilà, c'est vraiment ça. Comment peut-on parler de doute dans la foi avec de telles évidences? Ah oui, non, mais oui, c'est plus compliqué encore ça. Le bon Dieu est généreux parce qu'effectivement, il vous a pris à une étape, vous a offert des opportunités, des rencontres incroyables. Et ce qui a été réalisé à la Madeleine et les projets que vous avez sont des cadeaux. Donc, c'est des beaux cadeaux, c'est vrai. Donc je vous ai coupé dans la définition un peu de votre philosophie. Donc ça, c'est la première partie. C'est vital, c'est comme ça, voilà. Et le deuxième point, c'est jouer pour pas se prendre au sérieux. C'est-à-dire que, franchement, je me prends pas au sérieux. Toujours. C'est vraiment pas... C'est pas sérieux. Enfin, j'aborde des sujets importants. Pour moi, c'est assez égoïste. J'essaye de le transmettre parce que ça me paraît important. Et j'adore débattre sur des thématiques aussi importantes que la beauté, la forme parfaite, que la philosophie de la vie, etc. Ou l'histoire de l'art à travers les taquins. J'aime beaucoup. Sinon, je le ferais pas. Mais c'est pas... D'ailleurs, j'essaye d'éviter les mots artiste, œuvre. Ces deux mots-là, je suis pas très confortable avec. Parce que artiste, chacun a son image, qui est plus ou moins sacralisée ou importante, etc. Moi, c'est juste un élan vital, c'est un job. Alors, tout va bien, c'est le livre au Journal des Artisans. Ici. Ah ben voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Je travaille beaucoup et je produis des choses qu'on appelle séries, œuvres, etc. Mais voilà, c'est pas une œuvre, tu vois. Oui, il n'y a pas le côté grandiloquent. Non. En revanche, ce qu'on peut prendre au sérieux, c'est la qualité des partenaires, c'est le soin qui est apporté pour qu'il y ait quand même une perfection dans la réalisation, par respect pour le message qui doit transparaître. Tout à fait. Donc le sérieux, il est là. Pardon, se prendre au sérieux, voilà, c'est pas il est dans respecter l'auditeur et le regardeur. La personne. Oui, c'est vrai que la personne, ça, j'ai énormément de respect et d'admiration pour des gens qui se disent, tiens, demain c'est samedi, on va aller voir une exposition avec du Tour et d'autres. Là, par exemple, là, ici, les Moulineaux, là, il y a la Biennale d'ici au musée de la carte à jouer. Je vous invite à y aller d'ailleurs. Et là, il y a 58 artistes, je crois, et qui y va, et qui s'intéresse, et qui prend du temps, qui se documente, qui se laisse porter par une œuvre ou deux. Il faut respecter ces gens-là parce que il faut les accompagner. Il faut que les cartels soient limpides, qu'ils comprennent la démarche. Il faut les accueillir, etc. Et que les œuvres soient de qualité.
Voilà, pour moi, c'est très important. Et puis après, le troisième point, c'est aussi dialogue. Pour le dialogue. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'artistes, après chacun fait comme il peut, comme il veut, qui produisent quelque chose, et ensuite... il l'impose, ou voilà, c'est au public de se l'approprier, ou de jamais rencontrer, de pas aller à des vernissages, ou pas rencontrer les gens qui aiment le travail et qui l'achètent. Ou qui la mangent, parce que... Ou qui la mangent, oui. Genre peut-être une banane... Oui, fait un peu de polémique. Alors ça, c'est encore un autre truc. Non, mais dans l'art, il y a tellement de tiroirs. Exactement. En tout cas, moi, je trouve que c'est très plaisant, égoïstement, d'engager ce dialogue. Voilà. Et puis, je reçois beaucoup aussi dans le dialogue. Il y a beaucoup de retours. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est aussi c'est signifiant simplement. C'est que vous n'avez pas besoin de grands discours pour expliciter une œuvre. Ce qui est bien souvent le biais de l'art contemporain. On pense à la banane, à la fameuse banane. Faut quand même un peu ramer pour comprendre la signification de l'œuvre. Oui, c'est là, l'arme de joie. On va parler d'autres projets. Vous avez évoqué les taquins. Peut-être. Oui. Alors les taquins, oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose qui est rafraîchissant et c'est un lien en fait avec, on va dire, l'art classique. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est en référence à l'art dit classique. En gros, la réflexion, le point conceptuel, c'est quoi? C'est que plus une œuvre est universellement connue, évidemment, on pense à la Joconde, mais plein d'autres, la jeune fille à la perle, etc. Plus elle est connue de tout le monde, plus elle devient physiquement inatteignable. Là, je vous ai perdu. Parce que moi, je repense du coup aux sauces tomates et au travers de nos militantes. Oui, voilà. Oui, mais les militantes, elles ont pu mettre de la sauce tomate. Alors, justement, quand elles ont mis de la sauce tomate sur la vitre, tu nettoies la vitre. Oui. Ça fait le buzz très bien. Mais les tournesols, il y a eu de la sauce dessus. Maintenant, je pense, on va vérifier, il y a une vitre. Oui. Et donc, il y aura plus de caméras, et plus de vigiles, et plus de distance. Oui. Donc, la tendance, c'est ça, c'est plus l'œuvre devient universelle, connue de tout le monde, plus il y a des gens qui s'y intéressent, plus il y a des gens qui font des selfies, des machins, et plus c'est une symbolique de contestation, potentiellement. Et donc, par définition, aujourd'hui, la Joconde, c'est le summum. Donc, déjà, vous êtes à 2 mètres minimum, vous avez des bars, vous avez une vitre de protection de malades, vous avez des caméras, vous avez des vigiles H24. Donc, c'est comme ça, c'est un fait. Et donc moi, je prends le contre-pied et je crée des taquins avec ces représentations symboliques que tout le monde connaît. Et par définition, par construction, on peut physiquement déstructurer, restructurer, jouer avec et se l'approprier par le corps. Une sorte de puzzle en fait. C'est un puzzle. C'était historiquement un jeu d'enfant, la reconstitution d'une forme et d'un paysage. Voilà. Et effectivement, pareil, pour l'avoir vu en grand à l'atelier, exposer le fait de pouvoir, est-ce qu'on peut dire, vulgariser l'œuvre et se l'approprier par ce biais-là, c'est une démarche intéressante parce que du coup, on peut non seulement en tant que tel, c'est une œuvre, mais on peut vraiment jouer avec elle. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est conçu pour jouer avec. C'est par exemple l'impression, elle est par sublimation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les pigments sont dans l'aluminium. Ce que je voulais, c'est que des enfants puissent, avec des mains pas forcément propres, les enfants auront des mains propres. Ouais, non mais voilà. Et qu'on ne dise pas, attention, pas toucher. Justement, c'est l'inverse. Vas-y, amuse-toi bien. Voilà. Et après, on nettoie avec un chiffon facilement. Voilà. Vous êtes sur Radio Courtoisie, vous écoutez le Libre Journal des Artisans, première partie, animée par Benoît Aguelon et Benoît Duchâtelet. Donc nous recevons aujourd'hui l'artiste, oui. On peut le dire alors. Ouais, on peut le dire maintenant, on va faire simple. Et plasticien Benoît Dutour. Donc je rappelle ses coordonnées, donc c'est Benoît tout attaché, sans S, donc B-E-N-O-I-T, qui se fait le 11 juillet, Dutour, DUTOUR.com. Donc vous répondez aux emails, aux sollicitations. Oui, j'aime bien. Voilà. Vous avez des commandes privées, vous avez. Ah oui, ce qui est sympa. Et on n'en a pas parlé, c'est une autre. On peut faire un petit point important pour les auditeurs pour comprendre
la vie d'un artiste, le moment où il est motivé, où il sent son aspiration, où il se lance et où il réussit à vivre de son art. Oui, ça c'est compliqué. L'avantage de vivre de son art, c'est qu'on peut aller plus loin dans des projets et répondre aussi à des demandes privées et à des œuvres. Tout à fait. Oui, ça c'est le côté un peu derrière la porte. On peut en parler si vous voulez. Allons-y. Non, mais c'est aussi... c'est bien d'en parler en fait, parce que ça fait partie du job. C'est une réalité de métier. Et ouais, c'est-à-dire que pour pouvoir continuer à explorer, à investir, à tâtonner, à faire des erreurs, il faut arriver à se mettre en ordre de marche pour avoir suffisamment d'argent devant soi. Et ça, c'est un vrai défi. C'est un énorme défi et c'est jamais garanti en plus. Donc, mais ça fait partie du boulot. Pour moi, ça fait partie du boulot. Et c'est pas à cause de je sais pas qui. C'est à l'artiste de trouver des moyens. Alors, il y en a plein qui... il y a plein de moyens. Voilà. Je ne vais pas développer ça. Et donc, oui, ce qui est sympa, dans mon cas, sur le cas notamment des larmes de joie, c'est le fait que... Et c'est à chaque fois très émouvant parce que j'ai régulièrement des commandes sur mesure de gens qui sont touchés par le travail qui disent « Est-ce que ça serait possible de mettre tel objet ?» D'accord. Et 9 fois, alors ça c'est personnel, celles-là elles ne sont pas diffusées, je ne communique pas sur ces larmes parce que c'est vraiment une commande personnelle, mais ce qui me frappe avec le recul, c'est que 9 fois sur 10, les objets sont liés à l'amour. C'est par amour que les gens font cette démarche d'insérer quelque chose en référence à un être cher, à une situation qui les a vraiment touchés, ou une famille qui a vécu des choses importantes à ce moment-là. Et donc, cette thématique de l'amour est belle à travers ces larmes. On reste dans l'émotion. On reste dans l'émotion. C'est vraiment dans l'émotion. C'est émotion, c'est quête de sens, c'est itinéraire. Dans mon métier, on parle aussi d'itinéraire d'élégance. Donc là, vous avez un itinéraire de sens. Il y a un vrai chemin. Il nous reste encore un petit quart d'heure. Donc, quelle est votre actualité aujourd'hui? On a parlé des projets. Oui. Alors, l'actualité... J'avais noté qu'effectivement, ici et Moulineaux, une biennale. Comment vous approchez ceci? Comment ça se passe? Vous êtes invité? Vous avez un catalogue tout prêt d'idées à proposer? Comment ça se fait? Alors là, ça s'est fait tout simplement. J'ai travaillé sur un projet avec Gaël Clavière, qui est chef pâtissier d'une grande maison, sur une œuvre, un arbre en chocolat, avec des larmes dedans, serties comme des bijoux, qui a été présenté pendant 3 semaines au Printemps Homme. Et pour ce travail-là, on a été associé avec un agent, une productrice, Aurélie Lamps, que je cite avec plaisir. Et Aurélie, simplement, tiens, qui est de Dissimo, il y a une biennale, c'est super, il faut que tu répondes parce que le thème, c'est l'eau intranquille. Et voilà. Bon, donc je me dis, tiens, oui, l'eau, effectivement, c'est un sujet important. Donc je me suis permis simplement de leur dire, tiens, moi je fais ça, les séries Larmes de joie, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Voilà, ça s'est fait tout simplement. Et ce qui est sympa dans ce projet-là, c'est au-delà de la belle rencontre avec sa présidente, Sophie Deschancos, c'est qu'elle m'a confié la possibilité d'installer une œuvre hors les murs, donc hors du musée de la carte à jouer. J'ai créé un arbre qui fait 2,80 m de haut en bois, en iroko, qui est très comment dire, pixelisé. Voilà, et vraiment, voilà, c'était une expérience différente que je trouve sympathique à faire. Et bien sûr, il y a des larmes qui sont dans les branches. Et tout ça, c'est dans l'hôtel de la Reine Margot. L'hôtel de la Reine Margot, à Issy-les-Moulineaux. Ouais, et qui est vraiment, c'est étonnant. On est à la périphérie de Paris. On a une vue magnifique sur la Tour Eiffel. Le site est historique. Et vraiment, Non, c'est assez magique. Donc il y a des aventures professionnelles qu'on ne planifie pas. Non, c'était pas planifié. Mais c'est une belle aventure et c'est sympa de le faire. Voilà, donc ça c'est jusqu'au 9 novembre. Ensuite, dans l'actualité, il y a toujours Rion.
Alors, ils font une exposition en tant que telle je crois, le 3 novembre. À Rion, c'est ça? À Rion. Puis après, le musée ferme pour l'hiver. Et après, ça sera rouvert, mais ce sera plus sous format d'exposition. Ça sera juste pérenne. Et c'est dans l'actualité. Et ensuite, on va, justement avec Gaël Clavière et Aurélia Lamps, on va présenter l'arbre en chocolat au Salon du chocolat. D'accord. Voilà. Le Salon du chocolat qui se tient fin novembre. Fin novembre. Je n'ai plus les dates en tête, mais fin novembre. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une collaboration, effectivement, avec un... Voilà, c'est une collaboration. Un chocolatier. Voilà, encore, c'est une belle rencontre avec Gaël Clavière, qui est donc chef pâtissier et qui est extrêmement créatif, comme beaucoup de ces pâtissiers de très haute qualité. Et donc, on a bien sympathisé. On a co-créé ce projet. Il y en aura, on l'espère, peut-être d'autres plus tard. Et enfin, dans l'actualité, il y a aussi un autre arbre que j'ai co-créé avec Adrien Corollaire, C-O-R-O-2-L-R, qui est un artiste qui est basé en Bretagne. Et là, c'est un travail beaucoup plus minimaliste, c'est-à-dire qu'il est parti de 2 branches de hêtre qui se sont trouvées fauchées par une tempête, qui était vouée à la déchetterie. Et donc, il les a transformées, retravaillées, assemblées, avec des manchons en laiton magnifiques. Et il y a une dizaine de larmes qui sont suspendues dans la branche du haut. Et dans les larmes, j'ai inséré, c'est pour ça que c'est très minimaliste, très japonisant, c'est-à-dire des copeaux de bois, des différentes étapes de travail de l'arbre. Voilà. C'est-à-dire du travail de l'arbre, du travail qui a été fait à partir de la souche originale, originelle. Ce qu'a fait Adrien. D'accord. Naître, être et renaître. Exactement. Donc on a tous les cycles. Et donc on part d'une branche complètement ravagée à un truc qui est juste, je trouve, extrêmement élégant. C'est très, très fin. Et c'est assez subtil. Et le parallèle avec le Japon est très juste, puisqu'ils ont ce talent de savoir retravailler la porcelaine fêlée et donner... Le kintsugi. Exactement. Voilà. Il y a un peu de ça, ouais. Qui est philosophiquement une très belle façon de voir la vie et de repartir d'une fêlure pour... donner une deuxième vie. Et donner une deuxième vie et belle. Une très belle vie. Et d'ailleurs, ces objets qui sont réparés, à qui on donne une deuxième vie, ont plus de valeur marchande. Oui. Hein, voilà. Parce que finalement, vous vivez de votre art. Pour l'instant, j'ai la chance, je croise les doigts, de pouvoir continuer, de pouvoir continuer à lancer des projets, etc., à tester des choses grâce à des gens qui me font confiance et qui m'accompagnent aussi dans Parce que ce qui est bien légitime, c'est effectivement le succès que vous avez rencontré et cet univers, parce qu'une fois de plus, c'est toute l'aventure incroyable de l'art, c'est qu'il y a l'art classique, il y a d'où vous êtes parti, ce que vous avez créé, ce qui est quand même sur une façon d'appréhender l'objet, le message, le symbole qui n'existait pas de cette manière-là. Donc cette matérialisation de l'art et du symbole est vraiment votre signature. Et ça, c'est un grand luxe aussi de pouvoir trouver son univers. Mais il faut aussi avoir derrière le talent de la rencontre, de la communication, de la médiatisation pour entretenir un peu les choses. Donc souvent, on dit que c'est là où le bas blesse. On est consacré sur son art et on oublie la partie de son double numérique, c'est-à-dire faire parler de soi pour que ça se maintienne et que ça puisse donner des idées à d'autres. Mais généralement, c'est... Ça, c'est la partie, pour moi, la plus difficile, parce que d'aller voir justement les responsables du Panthéon. Bonjour, je pense à vous, regardez, machin. C'est très désagréable. Ou de donner envie à un journaliste de penser à un reportage ou de rebondir correctement. L'idéal, en fait, l'idéal pour un artiste, c'est d'être représenté par plusieurs agents, par une ou plusieurs galeries de premier rang qui ont un impact réel. Directement pour ensuite embrayer sur la commande privée. Oui, non, puis même, je sais pas si je peux citer des exemples, mais la galerie Perrotin, qui est c'est un des acteurs majeurs de l'art contemporain, et qui est parti de rien, il a construit vraiment une structure mondiale. Et quand il fait un choix d'un nouvel artiste, parce que c'est très réfléchi, il ne prend pas des artistes comme ça, immédiatement, il y a un impact. Un avant, un après pour l'artiste. Ah bah oui, parce que je sais pas, on est exposé dans des endroits multiples
et pas que un peu par accident sur un site sympa à Paris, et puis après on décroche au bout de 3 mois. C'est beaucoup plus, comment dire, professionnel. C'est plus professionnel et à la fois crédible. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi ces mécaniques, mais qui sont que marchands, que le buzz, le truc, boum, voilà. Pourquoi pas, mais enfin, la mode. Ouais, ou la mode, voilà. Mais pourquoi pas? C'est après chacun vraiment choisit. Et dans votre parcours, quel a été le moment où vous avez senti un avant, un après? Si, je pense que ce qui m'a donné confiance, c'est en 2015. Donc ça fait 10 ans. J'ai fait une expo rue de Seine où j'ai présenté beaucoup de choses, des séries, mais aussi des pièces uniques. Et c'est vrai que les retours que j'ai eus m'ont donné confiance. En me disant, tiens, il y a cet engagement de dialogue. Je sentais que des gens qui connaissaient un peu l'art trouvaient qu'il y avait matière à. Donc, en dehors de l'atelier, une opportunité de visibilité un peu large, c'est-à-dire voilà. Pas seulement sur une série, et une confrontation avec un public et avec des professionnels qui font que, conforter dans le choix... La chimie se fait. Ouais, c'est ça. Et puis, non, mais c'est bien de se confronter au réel, parce que... Et je sais pour d'autres artistes qui nous écoutent, parce qu'il y a toujours un moment où on peut être seul dans le désert, et à quel moment on ose se montrer, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque, et il faut l'accepter. Et parfois, d'ailleurs, il y a des retours un peu douloureux, mais c'est sur le moment, voilà. Mais c'est utile, parce que ça permet d'aller plus loin. Et il en est de même pour le comédien au théâtre qui a sa critique horrible le lendemain. Pareil, mais oui. Et même le restaurateur. Dès qu'on se dévoile, oui, c'est ça. Oui, le restaurateur, il fait sa recette, machin truc, et puis les gens disent, mais attends, mais ça, on l'a déjà vu 10 fois. Machin. Et ben, tu fais une meilleure recette. C'est pareil, l'artiste, c'est pas. Oui, il faut se retourner. Et parfois, oui, moi, j'étais parfois piqué. Genre, ouais, mais ça me rappelle machin, ça, j'ai déjà vu. Bon. Alors que c'était l'intérêt de prendre le temps aujourd'hui, c'est d'aller un peu dans les coulisses, parce qu'effectivement, quand on découvre l'œuvre, on peut se dire, tiens, on est dans un univers qui pourrait me rappeler quelque chose, mais on ne se rend absolument pas compte du temps, de la réflexion, du choix des matières, de compléter avec ensuite, on prenait l'exemple tout à l'heure de la Madeleine, mais toute la déclinaison des partenaires et la qualité des partenaires pour sublimer l'œuvre et en faire une globale. Donc, autant d'éléments, c'est comme un tableau. L'art est fait pour être ressenti, mais lorsqu'on a l'occasion de creuser un peu, c'est toujours passionnant de voir jusqu'où a été le détail, la réflexion, l'expérience. C'est en ça que c'était important pour nous de vous recevoir et de creuser cet univers. Vous nous avez montré en fait que vous aviez un fil rouge qui était la vie. Voilà, vous avez tout compris. Et ça nous a tiré des larmes de joie. Ça nous a tiré des larmes de joie. On vous a pas beaucoup taquiné, mais pas mal, je pense qu'on a pu, avec cette diffusion, puis cette rediffusion qui sera ensuite sur YouTube, je pense qu'on pourra laisser des traces de vie autour de vos œuvres. C'est important. Et j'allais dire, je vous souhaite de vous retrouver au Panthéon, mais non, je nous souhaite de vous voir au Panthéon, au Louvre, et dans quelques églises avec les projets que vous avez, parce qu'effectivement, c'est un plaisir pour le spectateur et que ces émotions soient ressenties, vécues. Donc je pense que si les opportunités existent, vous saurez répondre. On va essayer, voilà. Mais c'est très important parce qu'on n'a pas parlé de religion, on n'a pas parlé... on a parlé de chemin, on a parlé de chemin. On a parlé de chemin, on a parlé effectivement de vos interrogations, surtout du doute, mais qui est le cœur en fait de la croyance. Hein. Le doute fait partie de la croyance et de la foi. Et finalement, en fait, vous avez un discours qui est très religieux. Qui est très religieux autour de la vie, autour des armes de vie, autour des traces de vie, de la symbolique. Comment dire, vous êtes un artiste religieux, peut-être sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Peut-être que c'est sans le savoir, peut-être. Et c'est ça qui est justement transversal, c'est que ça correspond à tout le monde est en chemin, tout le monde a ces moments de réflexion, comme vous les avez exprimés, donc ça parle au plus grand nombre. Et si vous avez des doutes, ne vous inquiétez pas, le bon Dieu n'a pas de doute sur votre art et sur votre talent. Donc, c'est souvent un sens unique parce que on traîne en chemin. C'est la beauté de la vie aussi. Mais il y a aussi des gens que je connais qui sont religieux et qui n'ont pas de doute.
qui sont archi convaincus. La foi du charbonnier. Oui, c'est ça. La foi du charbonnier. Oui, c'est reposant, c'est reposant. C'est reposant. Oui, oui. C'est reposant. C'est une liberté. C'est une liberté retrouvée. Oui. C'est une liberté retrouvée, mais... Et on est attendu à d'autres combats, donc celui de continuer sur le chemin est un beau chemin aussi. Mais c'est vrai qu'on a... moi, traditionnellement, je ne suis pas beaucoup porté sur l'art contemporain. J'ai quelques œuvres d'art contemporain chez moi. Mais effectivement, c'est ça qui prenne du sens. Pas forcément du point de vue de celui qui fait l'art contemporain, celui qui fait l'œuvre, mais la manière dont elle me parle. Oui. Et ce qui est important, et ce qu'on voit en fait dans vos œuvres, c'est au-delà, c'est la rencontre. La rencontre entre, comme vous dites un peu poétiquement, mais c'est entre le regardeur. C'est pas joli comme mot, mais c'est poétique. Il y a quelque chose qui passe. Tout à fait. Donc nous avons accueilli aujourd'hui Benoît Dutour, donc que vous pouvez contacter sur Benoît tout attaché Dutour DUTOUR, sans D, c'est important, .com. Pour voir un petit peu toutes ses œuvres et puis pouvoir le rencontrer donc à Rion, à Issy-les-Moulineaux, dans son atelier. Il y a aussi une galerie en face du Bristol. Et une galerie en face du Bristol. Voilà. Donc voilà, donc c'était la première partie du Libre Journal des Artisans, animé par Benoît Aguelon et Benoît Duchâtelet. À tout de suite pour la deuxième partie.